C'est le 11e festival Contes sous le tilleul, qui est devenu un peu sous les platanes. Mais c'est pas grave, c'est comme le Paris-Dakar, ça se déplace et ça emmène l'imaginaire avec soi. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, Eric? Les remerciements d'usage. Ben, j'ai remercié le maire et toute la commune, même la communauté de communes, on peut les remercier ou par anticipation. Nous remercions par anticipation la communauté de communes qui ne va pas tarder à être très généreuse avec le festival. Et surtout, on n'oublie pas que cette soirée, aujourd'hui dans le cadre du festival, est aussi la soirée Contes sous les étoiles qui a lieu organisée par ACEI depuis très très longtemps. Donc c'est un partenariat de tous ces gens-là. Ah oui, c'est ça, merci. Oui, Avec on est plaisir. 3 associations. Il y a Fabella Compagnie, Immanence et ACL. Donc c'est bien que tu dis ça, parce que du coup, Immanence, c'est une association un peu particulière et puissante. ACL a d'autres qualités puissantes aussi. Je rame, bien. Donc, ACL, c'est, pour ceux qui ne sont pas d'ici, je vous explique, c'est l'association Action, Culture et Loisirs de Saint-Ambrois. C'est bien. Pour commencer un festival de contes, une prestation de clown, pareil, c'est du bonheur. Donc, de Saint-Paul-le-Jeune. Et non, parce que je vois des gens qui arrivent et qui sont un peu en retard, alors je leur laisse le temps d'arriver. Au footing, au footing. Donc voilà, ACL qui anime la bibliothèque, qui fait des heures de lecture, voilà, et qui est à l'accueil. Mais il n'y a pas qu'elle, mais une des représentantes d'ACL est à l'accueil là-bas. Ensuite, il y a Immanence. C'est l'association, cet asso, on va la voir beaucoup. C'est eux qui ont monté le fond de scène. Ils ont, si vous voulez, un peu 40 ans de moins qu'ACL de moyenne d'âge. Donc, c'est eux qui font le boulot comme ça. Par ailleurs, ils sont avec le projet d'Immanence, ça me fatigue de dire tout ça. Il y a plein de petits panneaux partout. Voilà, vous avez des petits panneaux qui expliquent un peu le projet d'Immanence, mais en gros, en 2 mots, c'est travailler sur la culture. La culture ils travaillent la culture, ils cueillent des pommes, ils font du jus de pomme, du jus de raisin aussi. Non seulement tu bois du jus de raisin bio, et en plus tu te cultives, parce qu'il y a un texte comme ça sur la bouteille. Le chiapas. Bon. Ensuite, ils travaillent la culture aussi, et c'est pour ça que ce soir, on a l'atelier autonome populaire qui va chanter avec nous. Et, enfin, c'est eux qui chantent, nous on compte. Hein. Non, d'ailleurs, moi je chante pas du tout. Voilà, comme ça c'est tranquille. Donc eux, ils vont chanter. Vous allez voir, on m'a dit de pas trop les faire mousser. C'est bien, quoi. Ça s'écoute. Voilà, ça s'écoute. Et ils sont accompagnés par leur professeur de chant. Non, parce que tout seul, ils s'en sortiraient peut-être pas aussi bien. Ou aussi moyennement, on verra bien tout à l'heure. Lucille, qui vit sur le village. Non, mais vous n'avez pas encore vu le résultat de son travail, donc attendez avant d'applaudir. Non, mais c'est un bon public qui encourage, c'est bien. Voilà. Par contre, voilà. Vous savez que tous ceux qui veulent apprendre à chanter, on a des ressources au village. C'était la page publicité. Moi, j'ai dit quoi? Toi, tu as dit plein de choses. Et Fabella Compagnie, le président, il est là-bas, c'est Fred. Nous, on organise le festival depuis 11 ans. Voilà. Et avant, c'était dans notre jardin, et donc dans notre jardin, ça devenait lourd. Et voilà, et c'est pour ça qu'on remercie 1000 fois la commune de Saint-Paul-le-Jeune de nous avoir accueillis, parce qu'à la maison, finalement, ça devenait vraiment... Mais maintenant, à 3 associations, c'est super. Bon, alors, sinon, ce soir, Éric Derrien et puis moi, Catherine Caillot, on va raconter des histoires. C'est ça? Je crois. Voilà. Mais avant de raconter des histoires, ouais, il faut que je dise un truc. C'est quand c'était dans son jardin, sous le tilleul, à un moment, on a eu une idée avec Catherine, en hommage entre autres à un groupe de musique qui s'appelle ZEP, la zone d'expression populaire. On s'est dit, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de parler. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des lieux pour dire ce qui les brasse, dans leur ventre, dans leur tripes, dans leur vie, dans leur tête. Donc, il y avait un moment qui, à mon goût, était très précieux, c'est le tilleul d'expression populaire. Une scène ouverte pour toutes ces personnes
qui ne sont pas conteurs, qui ne sont pas musiciens, qui ne sont pas comédiens, mais qui ont tous des choses à dire et sûrement beaucoup plus que nous autres, puissent s'exprimer, avoir des temps de parole, pour toutes ces formes de parole qui n'étaient pas du conte. Alors forcément, cette année, avec les conditions Covid, machin, tout ça, c'était très compliqué d'organiser une scène ouverte partagée avec 15 personnes, mais on voulait absolument qu'il y ait un petit moment comme ça, un petit moment de parole. Donc on va avoir un petit moment de parole sincère, fragile ou puissant, on ne sait pas, ce n'est pas de propos, par contre de paroles vraies, de gens qui ont des vraies choses à dire. Donc il y a quelqu'un qui va venir juste partager avec vous un petit morceau de son cœur sincère, un petit truc qui bout dans son sang. Alors ça peut peut-être être un cri de rage, un cri de tendresse, un cri d'amour, ça peut être doux et violent à la fois. En tout cas, je crois que c'est un petit moment qui va être très très vrai. Thaïs. Au mois d'avril, j'ai reçu une lettre et sur le côté on voyait dessiner un drapeau. Au mois d'avril, j'ai reçu une lettre et sur le côté on voyait dessiner un drapeau. C'est un papier pour partir à la guerre en Algérie pour le gouvernement. C'est un papier pour partir à la guerre en Algérie pour le gouvernement. Adieu ma mère et adieu ma compagne, je vous dis adieu mon père et adieu mes amis. Adieu ma mère et adieu ma compagne, je vous dis adieu mon père et adieu mes amis. Il faut partir en camion militaire en Algérie pour le gouvernement. Il faut partir en camion militaire en Algérie pour le gouvernement. Dans le désert, sous le soleil qui brûle, je tiens dans mes bras mon fusil et je pense au bon temps. Dans le désert, sous le soleil qui brûle, je tiens dans mes bras mon fusil et je pense au bon temps. Petite pluie, petit matin de brume dans la vallée au début du printemps. Petite pluie, petit matin de brume dans la vallée au début du printemps. Si j'ai tué, c'était pour me défendre, et si j'ai pleuré, tant pleurer, c'était pour les enfants. Si j'ai tué, c'était pour me défendre, et si j'ai pleuré, tant pleurer, c'était pour les enfants. Malheur à ceux qui envoient à la guerre des pauvres gens contre des pauvres gens. Malheur à ceux qui envoient à la guerre des pauvres gens contre des pauvres gens. Malheur à ceux qui envoient à la guerre des pauvres gens contre des pauvres gens. Malheur à ceux qui envoient à la guerre des pauvres gens contre des pauvres gens. Dans ces montagnes du sud-est du Mexique, le vieil Antonio racontait une très vieille histoire. Une histoire de l'époque où la terre était encore jeune et belle. L'histoire de Yaconoy, le petit grand guerrier. Car parfois, disait-il, ce qui est petit à l'extérieur est grand dans l'immensité de son cœur. Et Yaconoy partit pour trouver de nouvelles terres à sa tribu, et il les trouva. Mais sur ces terres, le soleil régnait en maître absolu, ne laissant survivre que ceux qui acceptaient d'être comme un miroir à sa propre splendeur. Alors, voyant cela, Yaconoy défia le soleil. Le soleil rit et se moqua de ce guerrier tout petit. Mais Yaconoy défia à nouveau le soleil et, dressant son arc, pointa une flèche vers le cœur de l'astre. Alors le soleil resserra l'étau de ses rayons autour du guerrier pour le faire renoncer. Chaleur, braise, incendie. Mais Yaconoy, protégé par son bouclier, il résista. Il résista. Il résista tant
que le midi céda la place à l'après-midi et déjà les forces du soleil déclinaient. Et il résista encore, il résista encore, il résista et arriva la soirée. Alors, voyant que le soleil faiblissait, Yakonoï se saisit de son arc et par 7 fois il toucha le cœur de l'astre. Le ciel s'embrasa et le soleil s'effondra. Alors, Yakonoï déclara « J'ai vaincu. Désormais la terre aura les gloires que les miens sèmeront en ses entrailles. » Les anciens racontent que le lendemain matin, le soleil remit de ses blessures et revenu pour reprendre le combat, mais c'était trop tard. Déjà, la tribu de Yakonoï récoltait ce qu'ils avaient semé durant la nuit. Les sages indigènes nous racontaient cette histoire pour nous rappeler que résister, c'est lutter aussi. Et pour nous rappeler surtout que la grandeur, elle se cache avant tout en notre cœur. Sourisette, ce matin-là, sort de sa cachette. Elle s'assoit, fait frémousser ses moustaches, quelle belle journée. Et elle s'en va, trottinant, quand tout à coup, devant elle, le serpent. Ah, c'est une belle journée. Voici mon petit déjeuner qui m'est livré à l'instant. Toi, serpent, on voit que tu ne connais pas ce que c'est que la morsure d'une souris. Et là, il y a un homme qui arrive sur le chemin, elle se jette dessus, le mord au mollet et se cache. L'homme regarde, voit le serpent, la peur. Vous voyez, la peur, panique totale, arrêt cardiaque, et il tomberait de mort. Attends, je vais te montrer ce que c'est que la morsure du serpent. Et comme un homme arrive sur le chemin, il se jette dessus, le mord-mollet, et Sourisette sort de sa cachette et tourne autour de l'homme. L'homme regarde au sol, il voit la souris, et il part en sifflotant. Le serpent n'en est pas revenu. Il a laissé s'échapper la souris, qui est partie en sifflotant, en se disant que vraiment aujourd'hui, c'était une belle journée. Et vous, êtes-vous serpent, souris, homme inquiet ou homme confiant? Atchou. Ça m'évoque une autre histoire de souris, encore une histoire du vieil Antonio. Il racontait l'histoire d'une souris pas ordinaire. C'était dans la savane. C'était une petite souris qui se promenait. Quand soudain surgit le lion féroce et carnassier. Le lion regarde dans l'œil de la petite souris. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la peur du lion. La peur du lion sauvage et sanguinaire. Ah, le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il croque la petite souris d'un seul coup de dent, sans même cligner des yeux. Mais un jour, dans la savane, se promenait une petite souris différente. Une petite souris qui n'avait pas peur. Elle se promenait paisiblement, nonchalamment, quand soudain surgit le lion. Le lion regarde l'œil de la petite souris et qu'est-ce qu'il voit? Il voit rien. Pas de peur. Non, il voit juste le cœur paisible d'une petite souris nonchalante. Alors là, le lion, ça l'a légèrement décontenancé. Il a juste réussi à bredouiller. Mais tu sais pas qui je suis? Mais tu sais pas qui je suis? Tu sais pas que je suis capable de te croquer d'un seul coup de dent sans même cligner des yeux? Et la petite souris de simplement lui répondre, et toi, est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais que je suis capable de te laisser me croquer d'un seul coup de dent sans même cligner des yeux? Puis la petite souris continua son chemin, paisiblement, nonchalamment. Certains prétendent que le lion est encore prostré dans un coin de la savane à se demander, mais qu'est-ce qui a pu lui arriver ce jour-là?
sans façon, par derrière nos tranchées, nous servirons de gazon. Nous aurons pour récompense quelques boulets de canon qui nous brisera la tête, mort de mauvaise façon. Godefroy était chevalier. Depuis une dizaine d'années, il menait la troupe de ses hommes de bataille en carnage. De chaque combat livré, Godefroy et ses guerriers sortaient victorieux. Ces hommes craignaient autant la force du bras de leur maître que son irascible caractère. Il faut dire que Godefroy était d'une susceptibilité maladive. Le moindre mot de travers, le moindre regard torve, et ta tête se retrouvait désolidarisée de tes épaules et s'en allait rouler dans le fossé. Ainsi était le chevalier Godefroy, infiniment puissant, constamment victorieux et maladivement susceptible. Jusqu'à ce matin-là. Ce matin où il s'est réveillé parmi les décombres de la bataille de la veille. Autour de lui, ce n'était qu'un champ de désolation, ruines fumantes, arbres calcinés, cadavres accumulés. Mais Godefroy, s'éveillant au cœur de ce désastre, a entendu une petite voix qui chantonnait presque. « Godefroy, où est ton âme? Godefroy, où est ton âme ?» Il regarde de partout alentour, mais pas de moindre vivant. Là, partout autour, il n'y avait que ces arbres calcinés, ces ruines fumantes, ces cadavres accumulés. Et pourtant, la petite voix continuait. « Godefroy, où est ton âme? Godefroy, où est ton âme ?» Là, à ce moment-là, Godefroy s'est dit que ça y était. Trop de sang versé avait eu raison de son pauvre esprit. Il était devenu, comment on dit? Fada. Il était devenu fada. Alors ça l'a un peu désappointé, un peu déprimé. Il s'est planté le nez au ciel. Et c'est là qu'il a vu, à la plus haute des branches de l'un des arbres calcinés, une forme de petit oiseau bleu qui chantait presque. « Godefroy, où est ton âme? Godefroy, où est ton âme ?» Bah, j'en sais rien où elle est. Et puis, on ne peut pas dire que ça me préoccupe beaucoup. Pourquoi est-ce que je devrais m'en occuper? Car sans ton âme, tu es perdu, Godefroy. Ah bon? Ah, je ne savais pas ça. Mais alors, comment faire pour la retrouver? Pour cela, Godefroy, il te faudra d'abord trouver les portes de l'enfer et puis celles du paradis. Bonne chance à toi, Godefroy. Bonne chasse à toi. Et sur ces mots, l'oiseau s'envola, traversa la plaine et disparut derrière les lointaines collines. À l'instant, Godefroy a tout abandonné. Sa vie de chevalier, sa troupe de guerriers. Il a juste conservé son épée à son côté, en souvenir des jours passés. Il est parti sur les chemins. Il est parti à la recherche des portes de l'enfer et de celles du paradis. Il a cherché dans chaque village, dans chaque ville où il passait, à travers plaines et forêts. Dans chaque hameau où il s'arrêtait, il demandait aux gens « Vous n'auriez pas vu les portes de l'enfer? Vous n'auriez pas vu les portes du paradis ?» Bon, alors, vous imaginez bien la réaction des habitants des hameaux. Ils se disaient tous que ce vagabond-là était un peu fada. Mais lui, il voulait les trouver. Alors il a cherché pendant des jours, pendant des semaines, des mois, pendant des années, fouillant chaque forêt, scrutant derrière chaque bosquet. Avec les années, barbes et cheveux lui ont poussé. Et toujours, il continuait sur des chemins à chercher ces portes de l'enfer, ces portes du paradis. Avec le temps, barbes et cheveux se sont embroussaillés, ses vêtements se sont déguenillés. Il a fini par avoir l'allure d'un vulgaire vagabond, d'un mendiant dépenaillé perdu sur les chemins. Mais toujours, il continuait à chercher ces portes-là. Jusqu'à cette soirée. C'était une soirée du mois de juillet. Godefroy était perdu dans une sombre et vaste forêt. Il était trempé jusqu'aux os. Depuis le matin, il pleuvait à verse. Et alors que le soir commençait à tomber, il commençait à avoir froid, à grelotter. Il a vu au loin, comme une lueur,
comme la lueur d'un feu de bois, ben, il s'est dit qu'il devait y avoir quelques bûcherons qui se réchauffaient à ces flammes-là, qui pourraient peut-être profiter du feu. Alors Godefroy s'est dirigé vers cette sueur. Ça l'a amené dans une clairière. Au centre de cette clairière, il a aperçu une chaumière. Et par la fenêtre de la chaumière, il a vu la bonne lueur d'un bon feu de cheminée. Alors Godefroy, il allait frapper à la porte pour implorer qu'on lui offre l'hospitalité. Vous savez, en ces époques-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. L'hospitalité, c'était un devoir sacré. Le vieillard qui habitait là s'est empressé d'ouvrir à Godefroy, de l'installer au bord de la cheminée, de lui servir un bol de son pauvre brouet. Et vieux bonhomme a eu la délicatesse d'attendre que Godefroy soit rassasié et réchauffé avant de l'interroger sur les raisons de sa présence en ces lieux, sur les raisons de son errance. Alors Godefroy, il a tout raconté. Il a raconté sa vie de chevalier, tous ces combats dont il sortait vainqueur. Il a raconté la crainte qu'il inspirait à ses hommes, autant de par la force de ses bras que de par sa grande susceptibilité. Et puis il a raconté la rencontre avec l'oiseau bleu, et que depuis ce jour, il cherchait les portes de l'enfer et puis celles du paradis. À cet instant, le vieillard a éclaté d'un rire tonitruant à en faire secouer les murs de la cabane. « Toi toi, chercher les portes de l'enfer et du paradis mais laisse-moi rire, tu t'es vu? T'as un regard de chien battu, tu sens plus mauvais qu'un bouc, mais rien qu'à sentir ton odeur, elle partira en courant des portes de l'enfer et du paradis. » Personne, jamais, n'avait osé s'adresser sur ce ton au chevalier Godefroy. Quand il a entendu le vieillard le railler, aussitôt, sa colère a monté dans son sang, la moutarde lui est montée au nez. Il s'est redressé, a sorti son épée, l'a levée au-dessus de la tête du vieillard, prêt à l'abattre. Mais c'est là qu'il a vu le vieux bonhomme qui était simplement assis et qui lui souriait d'un doux sourire d'amitié. Et le vieux bonhomme qui simplement lui a dit « Voilà, Godefroy, tu viens de trouver la porte de l'enfer. Elle était cachée au cœur de ta colère. » Godefroy a arrêté son geste, réfléchi un instant, il a compris. Il a compris ce que voulait lui dire le vieux. Alors, il a laissé son épée, sa colère retomber. Et au vieux bonhomme, il a rendu son sourire d'amitié. C'est alors que le vieillard a juste rajouté « Et maintenant, Godefroy, tu viens de trouver la porte du paradis. » On prétend que c'est ce jour-là que Godefroy a commencé le long voyage à la recherche de son âme. Sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais revoir la dune au matin, quand s'effacent mes pas. Jamais plus la cime et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et le lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas. J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis. Danser le daté pour repousser la mort, trinquer la raque
au bout de la nuit. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudits les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent, mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. C'était un bon père. Enfin, je crois que c'était un bon père. Mais l'extrême pauvreté lui avait gelé le cœur. Ce jour-là, il s'était un peu éloigné du coin habituel où il ramassait du bois, et ses pas l'ont conduit près d'un gouffre. Il s'est approché du bord, il a scruté l'obscurité. Est-ce qu'il a été attiré par le vide? Je ne le sais pas. Mais il a laissé s'échapper un soupir, une larme peut-être. Et cela a suffi à réveiller ce qui était au fond. Une voix est montée. Tu pleures ta misère. Donne une de tes filles et tu seras sauvé. Le pauvre homme a failli perdre l'équilibre. Il en a lâché son fagot de bois. Il est rentré chez lui en courant. Ses filles, car il avait 3 filles, l'ont entouré de 1000 soins. Elle ne comprenait pas ses fièvres et ses tremblements. Il a fini par raconter. Alors la fille aînée a redressé les épaules. J'irai. Et son père l'a conduit près du gouffre. Là, juste à côté, une trappe s'est ouverte sur un escalier. Elle est descendue sans se retourner. La trappe s'est refermée derrière. Dans les escaliers, il y avait un flambeau, elle l'a pris à la main, elle a continué de descendre un escalier qui semblait sans fin. Toujours plus froid, toujours plus humide. Puis un drôle de vent a soufflé la flamme et elle se retrouvait devant un grand vide obscur. Plutôt que d'écarquiller les yeux, elle a fermé les yeux, respiré, posé la main sur la paroi, avancer un pied dans le vide jusqu'à trouver la marche en dessous, ramener l'autre pied et descendre, marche après marche, descendre, toujours plus froid, toujours plus humide. Puis un drôle de vent chaud a soufflé sur elle, elle a ouvert les yeux et il y avait une grande prairie, un jardin luxuriant et un palais de marbre. Elle a traversé la plaine, le jardin parfumé, grimpé les marches et la porte était entr'ouverte, elle s'est glissée. À l'intérieur, tout était d'or, d'argent, de pierreries, de sculptures ouvragées et de l'ombre, une voix est venue. Installe-toi, mange et je t'épouserai. L'ombre s'est détachée, a marché dans la lumière et elle l'a vu. C'était comme un homme monstrueux, le corps couvert d'écailles, les yeux de flamme, des griffes à la place des mains. Elle s'est approchée de la grande table et là, elle a vu que tous les fruits étaient pourris. La viande était couverte de mouches et de cafards. Elle s'est assise et dans son assiette, il y avait une main d'être humain qui grouillait de verre. Pendant que le seigneur du monde souterrain ne regardait pas, elle a pris la main, elle l'a jetée. « As-tu mangé ?»« Oui,
Main, ma petite main, où es-tu? Par la fenêtre, j'ai été jetée. Je suis sur le tas de fumier. Je ne peux t'épouser. Envoie ta sœur. Et elle s'est retrouvée devant la misérable masure de son père. Ses sœurs sont sorties, l'ont entourée. J'ai échoué. C'est à toi d'y aller. Et la cadette est partie. L'escalier, la prairie. Mange et je t'épouserai. Dans son assiette, un pied d'être humain grouillant de verre. Oui. Pied, mon petit pied, où es-tu? Par la fenêtre, j'ai été jetée. Je suis sur le tas de fumier. Je ne peux t'épouser. Va-t'en, envoie ta sœur. La Benjamine, elle a serré son père en pleurant. Elle a serré ses sœurs et elle a senti leurs côtes sous les vêtements trop larges. Elle a vu leurs yeux creusés par la faim, leurs joues maigries. Eh bien, j'irai et je nous sauverai ou je mourrai. L'escalier. Dans son assiette, un ventre grouillant de verre. Eh bien, pour manger ça, il me faudrait quand même un petit peu d'épices ou d'herbes pour l'agrémenter. À peine avait-elle dit cela que devant elle, sel, poivre, coriandre, cumin, persil, ail. Alors elle a pris, elle a tout mélangé, elle a écrasé. Peut-être un œuf aussi. Alors, un œuf est apparu. Elle a fait comme un steak tartare. Vous en avez déjà mangé? Vous y repenserez la prochaine fois. Il y avait un petit verre qui sortait de sa tête, elle a bien écrasé. Pas quand même, hein? Et pendant que le seigneur du monde souterrain ne regardait pas, elle se l'est collée sur le ventre et elle a mis sa ceinture. As-tu mangé? Oui. Ventre, mon petit ventre, où es-tu? Ventre sur ventre, je suis. Ventre sur ventre, je suis là. Ah, je peux t'épouser. Et à cet instant, tout ce qu'il y avait d'horrible et dégoûtant sur la table a disparu et a été remplacé par des mets délicieux, onctueux, savoureux. Au même instant, la misérable masure du père a été transformée en une belle, grosse ferme avec des terres grasses. La misère, elle était partie. Et le temps a passé. Et la jeune fille n'était pas du tout malheureuse, non. Oh, le seigneur du monde souterrain était toujours d'une horreur repoussante absolument, mais son cœur et son âme étaient bons. Il était très agréable d'être auprès de lui. Ils passaient leur temps ensemble à discuter, à se raconter des histoires, à chanter, à danser, à se promener. Le temps passait, mais elle ne voyait pas passer le temps. Ses sœurs se sont inquiétées. Elles sont venues près du gouffre, elles ont crié. La trappe s'est ouverte sur un bel escalier de marbre blanc, tout éclairé. Les deux sœurs, en se tenant par la main, sont descendues et en bas, il y avait leurs sœurs qui les attendaient. Alors elles sont tombées dans les bras les unes des autres, elles ont ri, elles se sont embrassées. Puis la petite Benjamine, toute contente, les a emmenées dans son royaume, le jardin, toutes les salles magnifiques du palais. Et puis elles se sont arrêtées dans un beau salon. Elles ont bu des boissons délicates et savoureuses, mangé des petits biscuits parfumés. Elle était si belle dans sa belle robe de soie finement brodée de perles, dans ce beau palais, si radieuse. Ses sœurs étaient heureuses. Mais quand même, tout va bien. Enfin, il ne te dégoûte pas trop. Et elle, tout de suite, elle a raconté comme son cœur et son âme étaient bonnes, et puis comme il était agréable, comme il était plaisant, comme il était intéressant, comme il était passionnant, comme il lui plaisait. Même la nuit, ça ne te dégoûte pas? Là, la Benjamine,
Elle a baissé les yeux, elle a eu le rouge aux joues. La nuit, je ne sais pas. Et elle a raconté que tous les soirs, il s'installe devant la cheminée. Il lui apporte une couverture chaude, épaisse, en laine, et une boisson chaude pour la réconforter. Elle boit et inévitablement, elle s'endort. Et le lendemain, quand elle se réveille, elle est dans son lit et elle ne sait pas ce qui s'est passé la nuit. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, mais il faut que tu saches. Mais enfin, tu ne peux pas rester comme ça. Non, il faut. Ce soir, ne bois pas le breuvage qu'il te donnera. Et puis les sœurs sont parties. Toute la soirée, elle n'a cessé de se demander boire ou ne pas boire, savoir ou ne pas savoir. Et ce soir-là, quand il lui a tendu le breuvage, elle n'a pas osé lever les yeux pour ne pas croiser son regard et d'une main un peu tremblante, elle l'a pris. Et puis pendant qu'il ne regardait pas, elle a versé le contenu de la tasse dans la lourde couverture épaisse. Et puis elle a fait semblant de s'endormir. Alors il l'a prise dans ses bras et il l'a portée jusque dans la chambre. Il l'a posée sur le lit. Elle a entendu qu'il retirait ses vêtements et qu'il se couchait à côté d'elle. Elle s'appliquait à respirer lentement pour que son souffle ne trahisse pas sa peur. Il lui a pris la main, il a embrassé chacun de ses doigts et il lui a murmuré des paroles douces, gentilles et il ne cessait de répéter « Oh ma bien-aimée, encore une nuit !» Et nous pourrons nous aimer, oh ma bien-aimée, encore une nuit, et le terrible sortilège qui fait de moi un monstre le jour aura cessé. Oh ma bien-aimée, encore une nuit, et notre secret pourra être révélé. Oh ma bien-aimée, encore une nuit, et le sortilège sera levé. Et tout en pleurant, il s'est endormi. Alors elle a ouvert les yeux, et par la clarté de la lune, elle a pu le découvrir. Ce n'était plus le monstre hideux, mais un beau jeune homme, aux traits délicats, à la peau veloutée. Il était si beau, enfin, un visage si beau. Curieuse. Elle a voulu en voir plus. Elle a soulevé le drap. Et elle a vu ses épaules larges, son torse et, oh là là, sur sa poitrine, il y avait là une petite chaîne tout en or avec une petite clé, une toute petite clé, toute brillante. Elle a regardé. Il y avait des portes, il y avait des coffres autour d'elle avec des serrures, mais non, aucune pour une si petite clé. Oh, ce parfum doux d'abricot, de vanille qui sortait de ce corps si... Elle a voulu en voir plus, elle a soulevé le drap. Et là, sur son ventre, à la place du nombril, il avait le trou d'une serrure, une clé, une serrure. Ouvrir ou ne pas ouvrir? La curiosité était trop grande. Elle a décroché la petite clé, elle l'a rentrée dans la serrure, elle a tourné et le ventre s'est ouvert. Et elle a vu un grand désert aux dunes si nombreuses que l'on aurait dit une mer de sable, puis une ville de lumière avec des toits d'or surmontés d'un palais de marbre blanc, puis une grande rivière et des vieilles femmes qui lavaient leur linge. Hé, attention, la vieille, tu perds ton linge! À ce cri, le jeune homme s'est réveillé. Malheureuse, malheureuse! Encore une nuit et nous pourrions nous aimer, et maintenant, rien ne pourra briser le sortilège. Enfin, seule ta mort pourrait briser le sortilège, alors fuis, fuis et que je ne te revoie jamais. Et elle n'était plus dans la chambre, plus dans le palais, plus dans le monde souterrain.
mais au bord d'une forêt qu'elle ne connaissait pas. Alors elle a marché. Elle a marché en trébuchant sur sa longue robe de soie perlée. Elle est arrivée à une ferme, elle a troqué sa belle robe contre des habits d'homme. Elle a pris des ciseaux, elle s'est coupé les cheveux à ras. Et comme un garçon, elle s'est présentée au palais du roi. On a engagé ce petit domestique. Et le temps a passé. Et elle voyait passer le temps. Mais assez rapidement, ce petit domestique a été repéré, ses traits fins, son esprit vif, et il n'a pas tardé à être le favori du roi et de la reine. Aussi, n'a-t-elle pas été surprise quand, alors que le roi était parti en chasse, la reine l'a fait venir dans sa chambre. Elle s'est rendue dans la chambre de la reine sans se méfier de rien. À peine était-elle entrée que parole de miel, danse envoûtante, la reine a déployé ses charmes, s'est approchée du petit domestique, l'a enlacé et quand elle a voulu l'embrasser, il l'a repoussée. La reine, furieuse, a hurlé « Garde !» Ce petit domestique a voulu me violenter, prenez-le et jetez-le au cachot. Ah, la justice des puissants est facile à reconnaître. Elle fait de la parole des puissants une vérité. Le petit domestique a été jeté au cachot. Dans le monde souterrain, le Seigneur s'est levé d'un bond, il s'est approché du vase de cristal empli d'eau sur lequel flottait un cheveu de la belle. Ce cheveu avait perdu tout son éclat. Ce cheveu était devenu blanc. Alors n'écoutant que son cœur, ne suivant que son cœur, il a pris son cheval et pour la retrouver, pour la sauver peut-être. On sort le petit domestique du cachot, elle monte sur l'échafaud. On lui passe la corde autour du cou. Dans le monde souterrain, dans le vase de cristal, le cheveu coule lentement. Et le Seigneur, sur son cheval, « Allez, plus vite, plus vite !» Et le roi demande alors, « Traître, as-tu une dernière parole ?» Mais le petit domestique garde la bouche fermée. Elle sourit simplement. Elle sourit parce que dans le secret de son cœur, elle sait. Sa mort délivrera du terrible sortilège celui qu'elle aime. Elle sourit. Bourreau, accomplis ton office. Dans le monde souterrain, dans le vase de cristal, le cheveu touche le fond. Attendez, attendez! Un chevalier a fait irruption dans la cour de justice. Tout le monde se tourne vers lui. C'est un être hideux, à la peau couverte d'écailles, aux yeux luisants. Attendez, je donne ma vie pour la sienne. Il fait encore quelques pas, il est dans la pleine lumière. Mais non, on a dû être victime d'une illusion, car c'est un noble et beau jeune homme qui est devant eux. Le roi reconnaît même son égal. Je donne ma vie pour la sienne. Le roi demande, pourquoi veux-tu donner ta vie, toi, noble seigneur, pour un traître? Et le seigneur du monde souterrain regarde sur l'échafaud le petit domestique, aux vêtements d'homme, aux cheveux courts, et il reconnaît celle qu'il aime. Elle le voit. On est en pleine journée, et sous le soleil éclatant, il est beau à la vue de tous. Le sortilège est brisé, elle sourit. Sur l'échafaud, ce n'est pas un traître, c'est mon épouse. Et tout a été révélé. Le petit domestique n'était pas un garçon, mais une jeune fille. La reine avait menti, et le petit domestique n'avait jamais voulu lui faire de mal. Et le sortilège, il a été brisé. Comment? Mais vous l'avez vu, c'est l'amour qui les a sauvés.
Et on dit qu'ils sont partis à plein galop. Et que dans une ville de lumière au toit d'or, dans un palais de marbre blanc, une chambre tendue de draps de soie les attend. Mais peut-être que eux n'attendront-ils pas. Car que voulez-vous? C'est l'amour qui les a sauvés. Et c'est l'amour qui nous sauvera. Je suis venu au monde par un moment fâché. Je ne serai jamais riche, mais j'aurai le cœur gai. Toujours content, enroulant ma misère, mendiant mon pain. Toujours à mon petit train, là-haut sur la colline, j'ai bâti ma maison. Et là-haut je ne paie ni fermage ni contribution. Toujours content, enroulant ma misère, mendiant mon pain, toujours à mon petit train. Chez moi y a pas de vaisselle comme il y a chez le roi. Je n'ai qu'une vieille gamelle, dedans je mange et je bois. Toujours content, enroulant ma misère, mendiant mon pain, toujours à mon petit train. Le dimanche à la messe, je suis plus heureux qu'un roi, car tout le monde s'empresse de s'éloigner de moi. Toujours content, enroulant ma misère, mendiant mon pain, toujours à mon petit train. Je n'ai qu'une vieille chemise, tout comme habillement, qui n'a ni col ni manche, ni derrière ni devant. Toujours content, enroulant ma misère, mendiant mon pain, toujours à mon petit train. Toujours content, enroulant ma misère, mendiant mon pain, toujours à mon petit train. Le poète Imtazm a écrit un très court texte. Un jour, quelqu'un m'a demandé mon âge, après avoir vu la vieillesse grisonner sur mes tempes et les boucles de mon front. Je lui ai répondu 1 heure, car en vérité, je ne compte pour rien le temps que j'ai vécu ailleurs. Il m'a dit, expliquez-vous, voilà bien la chose la plus étonnante. Je dis alors, un jour, j'ai donné un baiser furtif à celle qui tient mon cœur. Quelle que doive être la longueur de mes jours, je ne compterai que ce court instant, car il a vraiment été, voilà, toute ma vie. Abu Alan al-Mawlana ibn Arbi était le plus riche négociant de la ville de Bagdad. Bagdad la magnifique, Bagdad aux 1000 coupoles. Abu Alan al-Mawlana ibn Arbi avait passé sa vie entière à faire fructifier ses affaires. Et alors que cela faisait, ma foi, fort longtemps que barbes et cheveux lui étaient devenus blancs, il se retrouvait à la tête d'une véritable fortune. Mais, plus précieux trésor encore, en sa poitrine, il avait su conserver une parcelle de son cœur d'enfant, ou pour être plus précis, de son cœur adolescent. Et alors que cela faisait fort longtemps que barbes et cheveux lui étaient devenus blancs, Abu Alan, il est tombé amoureux. Amoureux de la fille de son voisin, une petite jeunette d'à peu près 17 ans. Alors forcément, tous ses amis ont tenté de le mettre en garde, ont tenté de le prévenir. Ils lui ont dit, mais voyons Abu Alan, tu sais très bien que ces histoires-là, ça finit toujours en sac de vipère, en nœud de scorpion, en catastrophe et cataclysme. Réfléchis, Abu Alan, mais voyons, réfléchis. Mais non, Abu Alan, il ne voulait pas réfléchir. Quelque chose en lui disait que de sentir ce bégaiement en sa poitrine, c'était sans doute ça le dernier don des dieux. Ah non, réfléchir sûrement pas, il ne voulait pas. Il allait voir son voisin, a demandé la main de la petite jeunette. Abu Alan al-Mawlana ibn Arbi était le plus riche négociant de la ville de Bagdad.
le voisin s'est empressé d'accepter. Mais ce qu'il faut dire, parce que ceci, il faut dire, c'est que la jeune fille aussi accepta. C'est que cette jeune fille, il ne faut pas oublier de dire, elle aimait en retour. Depuis toujours, quand elle voyait Abou Alan dans les rues de Bagdad, elle le trouvait comme auréolé d'une lueur particulière. C'était son vieil Abou à elle, son vieil Abou qu'elle aimait tant. Il ne faut pas oublier de dire. Alors, les noces ont été célébrées, puis ils ont commencé à vivre comme mari et femme. Bon, évidemment, comme dit le poète, il faut bien que le corps exulte, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps. Alors, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que la jeune fille ne prenne un amant de son âge. Juste parce qu'il faut bien que le corps exulte, quoi. Quand même, c'est important. Alors, il se retrouvait en grand secret par l'intermédiaire d'une entremetteuse, s'arrangeant pour que personne ne soit au courant. Vous savez ce que c'est qu'un secret, hein? Rien de tel pour se répandre comme traînée de poudre qu'un secret. Et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que quelques amis fort bien intentionnés d'Abou Alan ne viennent l'informer de ses mésaventures conjugales. Abou Alan, il a senti son cœur se briser en mi-copeaux cristallins et doucement se répandre à ses pieds. Il allait voir l'entremetteuse à l'aide d'une bourse d'or dans la main gauche et de quelques menaces dans la droite. Il lui a fait tout avouer. Le cœur plié dans la poitrine, il est rentré chez lui. Il allait trouver sa jeune épousée. Il lui a dit qu'il savait. Aussitôt, la jeune fille s'est effondrée en pleurs. Elle s'est effondrée en pleurs et s'en voulait tant. Elle s'en voulait tant. Elle s'en voulait d'avoir brisé le cœur de son vieil Abou à elle, son vieil Abou qu'elle aimait tant. C'est juste parce qu'il faut bien que le corps exulte quand même de temps en temps. Elle s'est effondrée en pleurs. La jeune fille s'est aussi effondrée de peur. Car à Bagdad, en ces temps-là, la loi était claire. Dans ces cas-là, c'était la répudiation et la lapidation, la mort au bout des pierres. La jeune fille s'est effondrée tout entre ses peurs et ses pleurs entremêlés. Et chacun des deux époux dans sa propre chambre est allé se coucher. Mais cette nuit-là, Abou Alan n'a pas dormi. Oh non, il n'a pas dormi. Il a passé la nuit à réfléchir. Il a passé la nuit à réfléchir à la pérennité de nos sentiments. La nuit à réfléchir à nos corps humains et à ces tendres tourments. Il a passé la nuit à réfléchir à la justesse, à la justice de nos lois et règlements. Il a surtout passé la nuit à réfléchir à une question. Et moi, Abou Alan, Al-Molana ibn Arabi, que suis-je? Que suis-je? Qui suis-je? Au petit matin, tout le monde dormait encore dans la maisonnée quand Abou Alan est sorti, déambuler dans les rues de Bagdad. Il est revenu que pour l'heure du déjeuner. Il s'est retrouvé face à sa jeune épousée, tout entre ses pleurs et ses peurs entremêlées. Alors lui, il a fait comme si de rien n'était, annonçant que l'après-midi, quelques maçons viendraient effectuer de menus travaux. Je compte sur vous, ma chère, pour leur offrir de thé d'hospitalité, puis pour surveiller à ce que ça travaille correctement. Vous savez, des fois, c'est corneau. Ah, puis ma chère, j'aurais voulu demain soir organiser une petite réception avec nos plus chers amis. On mettra des petits plats dans les grands. Je vous laisse contacter les divers marchands. Mais j'y pense, ma chère, vous n'avez pas déplié votre serviette de table? Ben non, tout à sa peur et à ses pleurs, la jeune fille n'avait absolument pas songé à sa serviette de table. Quand son époux lui en fait part, elle s'en saisit et, en dessous, découvre une petite boîte de cuir. Une petite boîte de cuir sur laquelle, en lettres d'or, étaient gravées les initiales du plus grand bijoutier de la ville. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Pour qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, très cher. Si c'est sous votre serviette, ce doit être pour vous. Quant à savoir qu'est-ce, ouvrez donc, vous verrez bien. La jeune fille ouvrit la boîte. Elle en sortit une bague si finement, si richement ciselée. Avec un bijou pareil, c'est la moitié de Bagdad qu'on pouvait acheter. Ça en fut trop pour son jeune cœur. Elle s'est écriée en larmes, « Mais je n'ai pas mérité, je n'ai pas mérité, je n'ai pas mérité !» Et Abou Alan de simplement lui répondre, «
Ah oui, ça, je suis au courant, je sais. Mais peut-être que moi, Abou Alan, Al-Molana, Ibn Arabi, peut-être que moi, j'ai mérité de vous l'offrir. Le bon matin, je me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Paraît qu'il y avait des généraux à vendre, mais le soleil écrasait en la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on m'avait pas attendu et tous les généraux étaient vendus. Pourtant là-bas, tout au fond du champ de foire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pouvait faire encore très bien. Je l'ai changé contre un cajot de pommes pas mûres, 4 choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, pareil que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Mais puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté, mais le chien s'est mis à aboyer. Alors on a laissé l'autre moitié. Il cherchait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes ou réparer l'escabeau ou déboucher le lavabo, mais il savait même pas jouer du piano. Pourtant, certains soirs d'été, le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité. Il nous racontait ses batailles. Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel, et de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant, l'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine, et puis la guerre de 100 ans quand il n'était que lieutenant, les croisades et le Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef, et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal, les Thermopyles Léonidas quand il n'était que 2e classe, et Ramsès de la Première Guerre quand sa mère était cantinière. Et le général, jusqu'au petit matin, déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte de foin, et nous, sans parler, nous rêvions de gloire. Il est resté comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait 2 jumeaux à la bonne. Et puis voilà, par un beau matin de décembre, il est entré sans même frapper dans ma chambre. Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal, alors il nous quittait, c'était fatal. Je l'ai reconduit en carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots. Et sans émotions inutiles, sans pleurs et sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros. À la maison, la vie a pris sans aventure. Y a plus personne pour nous chipper les confitures. Le général au bistrot avait planté un drapeau pour la patrie. J'ai payé la facture. Je ne suis plus jamais retourné au marché. Mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été, on voit briller 5 étoiles, et ça nous fait un peu mal. On n'achetait jamais un général. Alors, le voyageur, lorsqu'il est arrivé dans cette belle et grosse ferme,
ne savait pas trop comment il allait être reçu. Il a frappé à la porte qui s'est ouverte. Et une vieille qui dit « Entre !» Elle lui a fait une place à table, elle lui a mis un bol de soupe, un verre de vin, un quignon de pain, puis « Raconte d'où tu viens. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais ?» Bah, et lui, sans penser à mal, histoire de plaisanter comme ça, il a dit « Eh ben moi je viens du ciel et puis j'y retourne. » Mais la vieille, ce qu'elle a entendu, elle y a cru. « Ah, vous venez du ciel? Ah, ben alors, vous avez dû voir mon Fernand. Eh oui, le malheureux, il est parti il y a quelque temps, mais dans sa belle chemise et son pantalon. Bon, toujours ça tenait par une ficelle, il n'a jamais voulu mettre de ceinture. Mais vous avez dû le voir, il doit être au paradis sans doute. » Et là, l'œil du voyageur s'est allumé. Le vieux Fernand. Ah oui, avec sa belle chemise, son beau pantalon, mais qui tient par de la ficelle, ouais, je le vois bien, oui, c'est un brave homme. Ouais. Mais non, il n'est pas au paradis. Il est à la porte, il lui manque 300 sous pour passer. 300 sous? Ah ben 300 sous, c'est une somme, enfin on a du bien. Monsieur le curé aurait dû nous le dire. Oh, mais comment lui faire parvenir cette somme maintenant? Mais j'y pense. Vous, comme vous y allez au ciel, vous pourriez pas lui donner? Bon, si je peux aider. Et la vieille est allée chercher les sous, les a donnés au voyageur qui a touché son chapeau et a pris le vent. Lorsque le fils est rentré, et sa mère lui a tout raconté. Mais ma pauvre vieille, mais tu es vraiment t'es trop vieille. Puis t'es naïve et puis t'es benette. Mais enfin, mais par où est-il parti? Oh, mais par le chemin des collines. Alors lui, il a pris son cheval. Ya! Le voyageur l'a vu arriver de loin. Et plutôt que de partir se cacher, il s'est assis sur le rebord de la route, sur un gros caillou bien en vue. Et il a laissé tomber sur lui le regard doux de la vache qui regarde passer les trains. Quand le gars est arrivé sur son cheval et qu'il a vu cet homme-là à l'air bonasse, il a dit « Vous auriez pas vu un malandrin, là, un chenapan, un train de savate ?» Bah, il y avait bien un gars, mais quand il vous a vu, il est parti dans le bois. Le jeune a mis le pied à terre, il a vu les bois serrés. Vous voulez pas me garder mon cheval le temps que je le retrouve? Bah, si je peux aider. Quand le fils est sorti du bois, il n'y avait évidemment plus de cheval, il est rentré chez lui à pied. Sa mère lui a dit « Alors, tu l'as retrouvé ?»« Oui. Et même pour qu'il aille plus vite au paradis, je lui ai donné notre cheval. » Quant au voyageur, lui, avec l'argent, il a acheté de quoi nourrir sa famille. Ils ont allumé un grand feu, et sous les étoiles, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont mangé, ils ont fait la fête, et ils ont ri. Ils ont commencé à se raconter cette histoire. Il est trop clair, à quoi ça sert-il d'être aimé? À la terre, il a dit tout est tiré, car il est mort le pauvre corps, pour les trinquons la bouteille. Comment dors-tu? Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Comment dors-tu? Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Oh, les sans belle médecine, venez donc lui tâter le cou. Vous le verrez bien à sa mine, s'il est mort ou bien s'il est sous. Car il est mort le pauvre corps, pour le réveiller, trinquons la bouteille. Comment dors-tu? Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Comment dors-tu? Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Mais tu t'en vas dans l'autre monde, là où il n'y a point de cabaret, là où il n'y a ni brune ni blonde, pour te servir ton vin clairé. Car il est mort le pauvre corps, pour le réveiller, trinquons la bouteille. Comment dors-tu? Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Comment dors-tu? Quand iras-tu sans prendre un verre? Quand iras-tu sans boire? Comment dors-tu? Quand iras-tu
plus en prendre un verre, qu'on y a tous en mer. Non, 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 plus, on y a tous en prendre un verre, qu'on y a tous en mer. Un jour, un jeune gars il allait trouver Vieil Antonio. Le jeune gars, il revenait d'un voyage. Il s'était retrouvé en ville. Il avait vu comment vivaient les gens en ville. Il s'est retrouvé dans des campagnes très pauvres. Il avait vu les gens. Enfin, il avait vu le monde. Alors du coup, il allait voir le Vieil Antonio et il a dit « Comment c'est possible? Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est possible? Comment on a pu en arriver là, sur cette planète ?» Et le Vieil Antonio, il a juste regardé le jeune gars. Il a fait « C'est pas compliqué. C'est parce que ceux d'en haut, ils savent très bien comment cuisiner la grenouille. » Pour cuisiner une grenouille, c'est pas compliqué, tu as 2 recettes. Alors la première recette, la plus simple, c'est que tu prends ton eau, tu fais bouillir ton eau, et quand l'eau elle bout bien à gros bouillon, tu attrapes la grenouille, encore vivante, c'est important, sinon tu gâches le goût, et tu la jettes dans l'eau. Mais là, il y a un problème, c'est que la grenouille, à peine sa patte a effleuré l'eau, qu'elle sent le danger, elle sent la chaleur. Alors hop, un coup de patte, elle se sauve, et toi tu te retrouves avec rien du tout pour ton dîner. T'es bien embêté, hein? La deuxième recette pour cuire la grenouille, tu prends ta marmite, tu mets de l'eau froide, et tu mets la grenouille dans l'eau froide. Et l'eau froide, elle aime bien la grenouille, elle y est habituée. Et là, tout doucement, tu fais chauffer ton eau. L'eau, elle va devenir tiède. Oh, c'est pas désagréable, ça. La grenouille, elle apprécie, puis elle devient un peu plus tiède, l'eau. Oh, la grenouille, elle commence à se détendre. Petit à petit, elle est complètement détendue. Tous ses muscles vont se relâcher. Elle est complètement relaxée, la grenouille. Alors du coup, quand ton eau commence à bouillir, elle n'a plus la vitalité. Elle n'a plus le réflexe. Elle n'a plus le réflexe de s'échapper. Ben voilà, ceux d'en haut, ils savent parfaitement comment nous cuire, nous, les grenouilles d'en bas. Qui parle de la liberté, mais si
Et si tu tireras mes gonelles, c'est ce qui tombe, nous aurons la liberté. C'est ce qui tombe, nous aurons la liberté. Alors, le petit conte que je vais vous proposer maintenant, il s'adresse aux plus jeunes et à tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Il a été, tous les autres contes étaient des contes populaires traditionnels. Celui-là, il est écrit par Alain Gossel. C'est un conteur qui a 90 ans en plein mois de juillet, là. Donc, on a une pensée pour lui parce qu'il ne peut plus vraiment raconter. C'est un conteur extra qui descend au bas des HLM et qui raconte comme ça aux gamins qui sont devant les terrains de jeu. Et les gamins arrêtent de faire du toboggan et viennent écouter ce vieux avec... il y a déjà longtemps, il était vieux. Encore plus vieux, mais depuis que je le vois, il est toujours vieux. C'est l'histoire d'un photographe. Ah, ce photographe, au début, ça ne marche pas trop fort pour lui parce qu'il n'a pas de clients. Évidemment, tu as vu ta devanture, elle est toute grise, et puis il faudra mettre des photos, quoi. Alors, il a bien tout nettoyé, puis il a mis un grand panneau. Aujourd'hui, photo gratuite. Au mot de gratuit, il y a eu du monde. Il y a eu d'abord un petit chat avec son papa, sa maman. Le photographe a fait asseoir le petit chat sur le beau fauteuil rouge, et pour que le petit chat fasse un joli sourire, il lui a dit « Souris !» Le petit chat, il a cru qu'on lui disait qu'il y avait une souris, il a sauté pour l'attraper. Et du coup, sur la photo, on n'a vu qu'un tout petit bout de la queue du chat. La photo était ratée. Est arrivé un petit rat avec son papa, sa maman. Le photographe a fait asseoir le petit rat sur le beau fauteuil rouge. Il est passé derrière l'appareil photo. Et pour que le petit rat fasse un joli sourire, il lui a dit « Souris !» Le petit rat, il a cru qu'on le traitait de souris. Je ne suis pas une souris, je suis un rat. Et en disant cela, il a fait une grimace aussi horrible que la photo était ratée. Hein. Même les parents n'étaient pas trop... Hein. Est arrivé un petit garçon avec son papa, sa maman. On a fait asseoir le petit garçon sur le beau fauteuil rouge. Et pour qu'il fasse un joli sourire, il a dit... Le petit garçon était un magicien. Il a cru qu'on lui demandait de se transformer en souris. Pouf! Quand le photographe il a vu la souris blanche sur le fauteuil rouge, flûte alors, flûte. Oh, la flûte, c'est difficile, hein, mais enfin bon. Et là, il s'est transformé en une petite flûte qui... Quand il a vu la flûte qui jouait toute seule dans l'air, comme ça, crotte alors. Oh. Oh non, ça d'habitude les adultes ils ne demandent pas, mais enfin bon d'accord. Et il s'est transformé en une belle grosse crotte bien puante. Il avait même rajouté les mouches bleues autour. Qui faisaient bzzz. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah non, ça, Dieu, oh. Même papa, il ne sait pas le faire. Hein. Et là, le petit garçon a souri. Alors, le photographe, clic-clac, on a profité pour faire la photo. La photo était réussie. On l'a mise dans la devanture. C'était une photo charmante. Et il y a eu plein de monde à partir de ce jour-là. Il a vécu longtemps, il a vécu heureux, mais toujours très étonné de cette journée. Bon, pour la fin, il faut quand même que je vous dise la vérité. Il était une fois, il y a, bon, c'est vrai, très longtemps, j'étais un chat. Oui, et j'ai trouvé un rat au fond d'un fossé, mais je n'allais pas manger un rat sans pain, hein, je suis allée voir la dame du coin. Pour un pain, donne-moi une plume. Pour une plume, je suis allée voir la buse. Buse, donne-moi une plume pour la dame du coin qui me donnera du pain. Pour une plume, donne-moi une ruse. Pour une ruse, je suis allée voir Renard. Renard, donne-moi une ruse pour la buse qui me donnera une plume pour la dame du coin qui me donnera du pain. Et pour une ruse, donne-moi du lait. Le lait vient de la vache. La vache veut de l'herbe. L'herbe vient de l'eau. L'eau vient de la rivière. La rivière veut un orage. L'orage vient du ciel. Le ciel veut un conte. J'ai compté.
Tu as joué. La pluie est tombée. La rivière a débordé, l'herbe a poussé. La vache a donné son lait à Renard qui a fui, emportant sa ruse avec lui. Quand j'étais un chat, j'ai mangé un rat, mais jamais la buse ne m'a donné de plumes, ni la dame du coin de morceaux de pain. Quand j'étais un chat, j'ai mangé un rat, et puis voilà. Thompson, le vieux fermier, a beaucoup d'ennuis. Il n'arrive pas à se débarrasser de son gros vieux chat gris. Pour mettre à la porte son chat, il aurait fait n'importe quoi. Il a même posté au Canada. Il lui a dit « Tu resteras là », mais le matou revient. Le jour suivant, le matou revient. Il est toujours vivant et le matou revient. Le jour suivant et le matou revient. Il est toujours vivant. Thompson paie un petit gars pour assassiner le chat. L'enfant part à la pêche, le chat dans les bras. Au milieu de la rivière, le canot a coulé. Le fermier apprend que l'enfant s'est noyé. Mais tout revient, le jour suivant, et le matou revient. Il est toujours vivant, et le matou revient. Le jour suivant, et le matou revient. Il est toujours vivant. Le voisin de Thompson commence à s'énerver. Il prend sa carabine et la bourre de TNT. Bam! Le fusil éclate, la ville est affolée. Une pluie de petits morceaux d'homme vient de tomber. Ah, un œil, un bras, un orteil pas lavé depuis 3 semaines. Non, mais tout revient. Il est toujours vivant et le matou revient. Le jour suivant et le matou revient. Il est toujours vivant. Découragé, il va chez le boucher pour qu'il en fasse de la chair à pâté. Le chat miaule et hurle dans la machine. Viande poilue est accrochée dans la vitrine. Mais tout revient le jour suivant et le matou revient. Il est toujours vivant et le matou revient. Le jour suivant et le matou revient. Il est toujours vivant. Un fou s'engage à partir en ballon pour aller jusque dans la lune, déposer le chaton. Au milieu du voyage, le ballon a crevé. À l'autre bout du monde, un cadavre est retrouvé. Mais tout revient. Le jour suivant et le matou revient. Le jour suivant et le matou revient. Il est toujours vivant. Cette fois-ci, on envoie le chat au Cap Kennedy. C'est dans une fusée à 3 étages qu'il est parti. Le fermier saute de joie, il n'a plus aucun souci. Mais le lendemain matin, on l'appelle de Miami. No, yo man, your cat is here, man. You come to get your fucking bloody cat, man. Now, come get your cat, man. Man. Mettez les cartes. Mettez la pêche, mettez-vous debout, mettez la pêche. Mesdames et messieurs, l'atelier autonome populaire. Ils sont partis comme des fous parce qu'en fait, ils vont nous préparer une surprise de fin. Alors, du coup,
pour leur laisser le temps de préparer cette petite surprise qui vous permettra de vous diriger vers votre véhicule. Non, parce que vous n'allez pas passer les nuits ici, vous avez une maison. Et puis on ne va pas faire cette cuisine non plus. Katou, elle a plein de trucs à vous raconter. Bah oui, hein. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui se passe dimanche, lundi, mardi, tous ceux mercredi. qui ont donné dans le chapeau en entrant, ne redonnez pas quand même à la sortie, enfin, sauf si vraiment vous avez trop de billets dans les poches. Mais enfin, il ne faut pas pousser quand même. Oui, non, mais enfin bon. Ils sont libres. Hein. Non, mais qu'ils ne se sentent pas quand même, tu vois. Hein, on ne raquette pas quand même non plus. Et ceux qui sont pas... là, par contre, en sortant, eux, dans le chapeau, c'est bien. Tu vois, tu peux donner ce que tu veux en fonction de ce que tu as, quoi. Hein. Ouais, c'est un chapeau, quoi. C'est un chapeau, quoi. Tout le monde connaît le chapeau. Bon, ça, c'est bien. Parce qu'il faut parler de l'argent, quand même, c'est important. Hein, donc, on le dit. Si, c'est bien. D'accord. Tu sais, c'est le truc, là, c'est quoi l'argent? Et le gars, il se regarde dans le miroir. Oui, mais... Non, mais si, raconte-moi, mais en 2 secondes, hein, pas en 5 minutes. En 2 secondes, c'est un vieux bonhomme, réputation de sagesse. Et il y a un gamin d'un petit village très pauvre où tout se fait par de troc qui vient voir et qui fait « Mais j'y comprends rien, quoi. J'arrête pas d'en entendre parler, j'en ai jamais vu. C'est quoi l'argent ?» Voilà la question. Le vieux, il emmène le gamin devant la fenêtre de la maison. Il fait « Qu'est-ce que tu vois ?» Ben, je vois quoi? Je vois le village avec la fontaine au centre, ses copains qui jouent autour. Je vois les collines couvertes de châtaigniers. Et là, le vieux, dans son coffre, il a sorti une bourse pleine de poudre d'argent et un petit pinceau. Et à l'aide du pinceau, il recouvre la surface de la fenêtre d'une fine pellicule d'argent, la transformant ainsi en miroir. Puis il amène l'enfant devant cette fenêtre devenue miroir. Et à nouveau, il lui demande « Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ?»« Maintenant, je me vois moi. » Ben voilà, petit gars, tu as tout compris. L'argent, c'est quelque chose que quand on a trop, tu vois plus que toi-même. Voilà. J'aime bien lui faire des coups comme ça. C'était pas du tout prévu qu'il raconte cette histoire. Il la raconte bien. Hein. Elle vient d'où, cette histoire? C'est une histoire qu'on trouve dans tout le Moyen-Orient, dans toute sa Méditerranée, dans des versions juives, musulmanes et chrétiennes. Alors chose, ça tombe bien parce que ça me fait ma transition. Alors, parce que je voulais vous dire, parfois il y a des gens, des super conteurs par exemple, qui viennent en vacances ici. Tu vois, ça arrive, parce qu'ici, il faut reconnaître, ici ou vers Bognol, quoi, c'est une belle région. Vous connaissez Bognol? Non, pas Bagnol. Vous connaissez Gagnères? C'est à 4 km là. Eh bien, à côté de Gagnères, qui est le village, il y a Bognol qui est le hameau. Et à Bognol, eh ben, il y a Benzimet qui est venu en vacances. Et du coup, il va faire une soirée mardi pour les voisins, les copains. Non mais Benzimet quand même. Bon, moi, je suis dégoûtée parce que je ne suis pas là. Mais si j'étais là, je serais là-bas mardi soir. Alors, c'est à 20h30, c'est à Bognol. Et comment on fait pour avoir l'info? Ah, c'est à 18h30. C'est mieux. Et comment on fait pour savoir où c'est exactement? Tout ça, il y a un truc sur Facebook, sur Internet. On m'appelle et puis je donnerai l'info, c'est ça? Vous voyez, il faut être un petit peu initié. Non, mais si mardi soir, vous avez envie d'entendre, ben voilà, Benzimet, c'est un très grand conteur. Et il est ici. Et il n'est pas au festival, hein, parce que ben, je ne savais pas qu'on pouvait faire venir Benzimet jusqu'ici. Hein. Maintenant, je le sais, remarque. Hein. En plus, il a une copine, il ne coûtera pas cher en hébergement. Bon, enfin bref. Ah, tu vas dire un petit truc. Ah, mais tu me sors de l'ennui, là. Alors, Bognol, c'est un petit hameau qui y a après Gagnères quand on va vers Foussignargues. Ça vous parle? Voilà. Donc, après les piles, là où avant il y avait un joli chemin de fer, eh bien, il y a un chemin qui descend, il va à Bognol. Et la maison, la première à droite, un peu en surplomb de la route, c'est la mienne. Et c'est là où il y aura cette soirée un peu improvisée avec la complicité de mes deux voisins musiciens extraordinaires, Sophie Boudieu et Pierre Lassailly, qui sont des professeurs de musique, qui jouent dans divers groupes, etc., qui connaissent les musiques des Balkans, les musiques klezmer, et Benzimet, qui est là, le point qu'on peut voir, non, il ne veut pas. Eh bien, il nous racontera des histoires de la tradition juive des pays de l'Est, d'Europe centrale, dite tradition ashkénaze, en français bien sûr, et puis il nous chantera des chansons en yiddish. Donc vous pouvez regarder sur le site, sur internet, vous tapez Benzimet, et vous aurez une idée de qui est ce bonhomme. Voilà. Et mes filles sont fans de lui depuis des siècles.
mais parce qu'il joue une petite scène dans Swing, qui est un film de Tony Gatliff, et elles l'ont vu en boucle, ce film, et voilà. Bon. Alors, ça, c'est donc pour mardi. Mais avant, le festival Contes sous le tuile n'est pas terminé. Alors, demain à 17h, il y a de nouveau Éric Derrien. Il va faire une conférence contée, enfin une causerie, quoi. La Méditerranée dans le regard de l'autre. Et c'est assez passionnant parce que Éric, il y a des moments, il a une culture livresque phénoménale et on a du mal à le suivre, tout ça, mais dans la conférence, il est quand même vachement bien structuré. On arrive à le suivre. C'est la première fois que je le comprends sur une longue durée, quand il explique un truc autre que des contes, je veux dire. Vous savez, quand il parle de choses... vous, ça ne vous a pas fait ça, hein? Parfois, quand il parle de trucs, on a du mal à le suivre. Hein. Mais dans la conférence, on comprend super bien. Et il arrête la conférence... Je vais me faire engueuler. Et il arrête la conférence pour dire un conte de temps en temps, tout ça. Donc ça, c'est très très bien, 17h demain. J'ai dit causerie comptée, comme tu as dit. Alors ensuite, ensuite à 21h, il y aura ici Kamel Guénoun qui racontera Le Serpent Vert. Bon, c'est une chance encore là, parce que Kamel, il a joué ce spectacle de partout dans la France et même ailleurs. Il l'a joué à Avignon tout l'été dernier, tous les jours, etc. C'est vraiment un spectacle qui a énormément tourné. Il le joue pour nous. Le Serpent Vert, c'est un conte écrit par Goethe. Donc ça va être un conte philosophique et moi je ne connais pas cette histoire, donc je vais la découvrir demain par la voix de Kamel Guénoun. Voilà. Et bien c'est un tout petit festival, hein, il n'y a que 4 spectacles, c'est tout. Voilà. Alors est-ce que la surprise est prête? Pas encore. Ah. Faut que tu brodes, j'ai plus de micro. C'est une guerrière, une combattante. Coup de tête, coup de genou, coup d'épée, mais la bête est sur elle. Elle se bat, mais la bête est sur elle. Elle est désarmée, elle n'a plus rien, la bête est sur elle. Je vais te faire périr. Hein. Comment? Tu n'as plus rien et je vais te dévorer. Eh bien, de l'intérieur, je te ferai périr. Mais avec quoi? Tu n'as plus rien. Avec la vérité. C'est bon? Et maintenant, il me reste une blague à Toto. Hein. Non, c'est bon. C'est bon? Ah oui, la blague à Toto. Non, vous connaissez pas ces blagues à Toto, il y a des enfants dans l'assistance. Bon, allez, la blague à Toto. T'as pas fait de devinette? Oui, c'est vrai ça. Non, le truc est prêt ou pas? Parce que si le truc est prêt, il ne faut pas le faire attendre. La blague à Toto, maintenant qu'on a parlé, c'est bon. Ok. Mais il y a des plus jeunes que moi qui doivent en connaître des blagues à Toto, non? Je suis sûre que tu en connais une. Non? Ouais, bon allez. Donc, le Jean et la Jeanne viennent de se marier. Je ne vous raconte pas la nuit de noces parce qu'il y a des enfants. Et Jean, il a l'air d'avoir rendu Jeanne bien contente parce que elle a le sourire le lendemain matin. Et il se lève et lui dit non, non, reste au lit. Et il lui apporte le petit déjeuner au lit. Et toute la journée, elle est servie comme une reine. Elle ne fait ni la vaisselle, ni elle ne donne à manger aux poules, ni rien de rien de rien. Oh, et le soir, au moment d'aller se coucher, il lui dit attends, ma chérie. Et il décroche la chemise de nuit qu'il avait mis près du feu. Et elle met sa chemise de nuit toute tiède. Puis là, il lui dit « Attends, ma chérie !» Il lui ouvre le lit et il enlève le fer bien chaud qu'il avait mis pour que le lit soit chaud. Et elle se glisse dans le lit tout chaud. Et elle repense à cette belle journée où elle a été servie comme une reine. Et elle se dit « Oh, quand même, j'ai épousé un brave couillon. » Et c'est là qu'il lui dit « Tu as vu ce que j'ai fait aujourd'hui ?»« Oh oui, j'ai vu. » Eh bien, c'est bien, parce que c'est désormais ce que tu feras tous les jours. Bisous, clic.
Bah, vous ne connaissez pas les contes? Le compteur dit bistouklik, le public répond bistouklac. Bistouklik? Chipatique? Bric à bric? Tête à clic?